Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue au Théâtre de Laval, toujours occupé, pour en fait cette toute dernière table ronde de la 29e édition du Festival du Premier Roman et des littératures contemporaines. Avec, pour cette dernière rencontre, un thème, un intitulé « Qu'en est-il du lieu de l'écriture ? Invitation au paysage ». Alors vous allez découvrir au fur et à mesure de cette rencontre tout ce qu'il y a derrière cet intitulé un petit peu particulier. Depuis maintenant 10 ans, l'association Lecture en Tête accueille des auteurs et des autrices en résidence en Mayenne, à Laval, mais aussi dans tout le département. Et donc pendant plusieurs mois, ces derniers ont l'occasion de poursuivre un projet en cours ou un projet à venir d'écriture. C'est évidemment pour eux l'occasion d'un ailleurs, d'un autre lieu, d'un autre intérieur qui est peu ou pas habité, mais peut-être pas d'une autre intériorité. C'est aussi l'occasion d'un extérieur et donc de paysages nouveaux pour poursuivre leur projet. Alors pour fêter cet anniversaire, Lecture en Tête a décidé d'inviter 10 écrivains qui étaient déjà venus en résidence en Mayenne pour leur proposer cette fois une commande, à savoir d'écrire un texte sur le thème du paysage. Alors paysage écrit avec un S entre parenthèses à la fin. Alors c'est donc un exercice assez acrobatique, comme le souligne le personnage écrivain de Fondange dans le récit de Jaunet Clan, que je vais tout de suite citer parce qu'il met déjà un petit peu la problématique en jeu. Il avait accepté l'intitulé de paysage, sans calcul, sans tergiverser. Il avait dit oui à la proposition de Wallander. Sauf que maintenant, il se trouvait à la limite, à la frontière du non. Wallander avait précisé l'importance du S entre parenthèses de paysage. L'auteur était donc libre de décrire le paysage réel comme le paysage intérieur. Mais l'auteur s'était toujours méfié de ce qui était entre parenthèses. Et ce S entre parenthèses, il le voyait tel qu'il était, sournois, source de trop d'hypothèses et de variantes infinies. Bon, ça vous donne déjà un petit peu le ton. Alors pour se confronter à cette situation acrobatique, les 10 écrivains qui sont revenus en Mayenne donc tout au long de l'année 2020, donc dans un contexte assez particulier que nous subissons toujours. Donc il y a eu Wilfried Nsondé, Virginia Barth, Jaunet Clan, Violaine Béraud, Velibor Kolic, Mackenzie Orsel, Marlène Tissot, Olivier Molin, Charles Robinson et enfin Denis Michelis. Et donc tous ont écrit à l'occasion de ces différentes résidences un texte qui est regroupé dans un ouvrage intitulé, comme il se doit, Paysage, avec un S entre parenthèses, et qui a été édité par les éditions Warm et qui vient tout juste de sortir en librairie. Alors, pour en changer autour de cette question du lieu de l'écriture, je suis en compagnie de Carole Martinez, autrice à ce jour de 4 romans, Le cœur cousu en 2007, qui a remporté de nombreux prix littéraires, Du domaine des murmures en 2011, La terre qui penche en 2015 et plus récemment Les roses fauves en 2020. Alors, vous étiez venu pour la première fois au Festival du premier roman en 2008 pour Le cœur cousu, votre premier roman donc, en 2012 pour les 20 ans du festival, en 2016 dans le cadre de la saison littéraire de Lecture en Tête pour La terre qui penche, et cette année vous êtes la marraine de cette 29e édition. Donc on peut dire que le festival et l'association Lecture en Tête, vous la connaissez particulièrement bien. Ils sont fidèles. C'est vrai. C'est vrai. Je crois que je ne suis pas la seule à être revenue souvent. Donc c'est vrai qu'ils suivent les premiers romans, ils défrichent vraiment les premiers romans, c'est un filtre par rapport à tout ce qui passe, parce que les premiers romans,
c'est pas facile d'être lu, quoi. Et puis après, en plus, il nous accompagne. Tout à fait. Et enfin, je dois finir par ça, puisque je ne vous ai pas cité tout à l'heure, vous avez signé la préface de l'ouvrage Paysage, ce qui est un exercice formidable, une très belle préface. Merci beaucoup. Nous sommes aussi en compagnie de Jaunet Clan, autrice de Miloche ou l'idiot magnifique en 2007, Nostoc 15h58 en 2008, Porte en 2012 et de Fergus Année sauvage en 2017. Comme Carole Martinez, vous découvrez le festival en 2008, vous y reviendrez en 2013, puis en 2017 pour Fergus, puis plus largement vous découvrez la Mayenne en 2009 dans le cadre de la saison littéraire de lecture en tête pour Nostoc 15h58, puis en 2012 pour Porte, qui a été, signalons-le, écrit en partie au moins durant une résidence de 5 mois, entre octobre 2009 et mars 2010. Vous voilà donc de retour après un nouveau temps de résidence en septembre 2020, durant lequel vous avez écrit le texte « Tu n'as vu ni Saint-Clar ni Argelouse », qui constitue un des moments du livre Paysage et que j'ai cité tout à l'heure dans mon introduction. Nous sommes aussi en compagnie de Mackenzie Orsel. Alors, je ne vais pas citer tous les ouvrages que vous avez écrits, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Seulement La douleur de l'étreinte en 2007, qui est votre premier ouvrage, si je ne m'abuse. Les latrines en 2011. L'ombre animale en 2016, qui a été récompensé par de nombreux prix littéraires. Maître minuit en 2018. Pur sang en 2021. Et tout récemment, parce qu'il vient tout juste de sortir, L'Empereur aux éditions Rivage. Alors, vous êtes aussi un familier du festival. On est vraiment entre familiers du festival pour cette fin de festival, puisque vous êtes venu la première fois en 2013 pour Les Immortels, puis en 2018 et 2019. Vous êtes aussi venu en résidence en 2015-2016, où vous avez écrit, au moins en partie, le récit Maître minuit. Et vous êtes revenu donc, en décembre dernier, dans le froid, pour écrire Le dernier possible pour l'ouvrage Paysage. Et enfin, Velibor Kolic. Alors vous êtes aussi une production assez importante. Vous avez d'abord... Je suis vieux, quoi, qu'est-ce que vous voulez, à mon âge, voilà, je travaille. Alors, vous avez d'abord publié dans votre langue d'origine, le serbo-croate, de nombreux ouvrages, dont Les Bosniaques, en 1993, La vie fantasmagoriquement brève et étrange d'Amadeo Modigliani, en 1995, Perdido, en 2005. En 2010, vous publiez pour la première fois un texte écrit directement en français, Jésus et Tito, et l'ensemble de vos textes suivants seront aussi écrits directement en langue française, comme Manuel d'exil en 2016 et tout récemment le livre des départs. Alors vous êtes venu au festival en 2009, c'était pour Archange, en 2009, puis dans le cadre de la saison culturelle de lecture en tête en 2012 pour Sarajevo Omnibus, récit qui a aussi été écrit durant un temps de résidence entre 2010 et 2011. Et vous faites partie de ceux qui sont revenus en résidence pour une semaine, donc un temps très court, pour écrire « Voyager, c'est partir un peu », qui participe de l'ouvrage Paysage. Alors, peut-être que pour commencer à évoquer le lieu de l'écriture, qui est en fait une manière un petit peu aussi d'interroger le processus de création, en tout cas en partie. On ne va pas ici résoudre cette grande question. Peut-être que pour commencer, on peut commencer à interroger votre cadre naturel, normal d'écriture, c'est-à-dire en gros quand vous êtes chez vous ou ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quel est un peu le cadre ordinaire de votre travail d'écriture? Alors je ne sais pas qui veut commencer. Mackenzie? Velibor? Moi, commençons par le plus compliqué. Cadre normal, je ne sais pas. Il faut dire que
je me sens un peu déraciné, pas que un peu, beaucoup déraciné depuis une trentaine d'années. Moi, j'aime bien dire que j'habite depuis 2008, j'habite la langue française. Et peu importe mes déménagements successifs, il y a un seul cadre, c'est la langue française où j'habite, où j'essaye à me sentir à l'aise. La langue française, comme vous pouvez attendre, grâce à ou à cause de mon accent un peu de cosaque, je compare avec l'appartement loué. Ce n'est pas à nous, mais j'arrive à m'arranger pour se sentir un peu chez moi. Je n'ai pas particulièrement le cadre, je n'ai pas particulièrement ni temps. Je me considère jusqu'à là comme PDF, plusieurs domiciles fixes, ou QDF, quelques domiciles fixes. J'aime bien, et j'ai écrit dans mon texte rapidement, ça ne sera pas long, j'aime bien citer, reciter et rechanter cette grande dame de la chanson Rome, tzigane, Esma Redjepova. Ella Fitzgerald des Balkans, par tout le sens. Mère adoptive, elle a adopté de son vivant 47 fils. Donc, je suis allé dans le village faire le reportage comme le critique musical. Tout le monde disait maman, un gamin, maman, un mec comme ça. Et j'ai fait une interview, elle chante à Offenburg en Allemagne. J'ai fait une interview, je dis Esma, vous chantez beaucoup de nomades. Qu'est-ce que c'est ce peuple nomade? Elle m'a dit la grande Esma, paix à son âme. Elle m'a dit une abeille a volé de fleur en fleur. Et entre chaque fleur, elle perdait un petit peu de pollen. Et de ce pollen perdu est né peuple nomade. Je me considère que c'est une petite partie de ce pollen perdu. Voilà. Donc s'il n'y a pas de lieu, est-ce que pour autant, il y a néanmoins des rituels, des habitudes? Est-ce que vous vous mettez dans une certaine position, entre guillemets? J'écris d'abord dans ma tête tout, et après j'essaie. Je dis, pour moi, l'écrire en français, c'est bon pour la santé. C'est-à-dire, au moment que j'ai commencé à écrire en français, je me suis rendu compte que écrire en français, la gueule de bois, ça ne va pas du tout. Donc, depuis que j'écris en français, j'ai arrêté de boire. Et parce que la langue française qui n'est pas la mienne demande la tête claire et le regard encore plus clair et la main sûre. Une sorte de Clint Eastwood de la littérature. Mais c'est pas vrai. Tu as écrit en français avant d'arrêter de boire. Oui, mais c'était pas bien. Mais si, c'était superbe. Depuis que j'écris des bons livres. Non, c'est pas vrai. Attends, quel menteur. Depuis que j'écris des bons livres. Mais en tout cas, les rituels, c'est avoir l'esprit beaucoup plus clair et penser de A à Z mes petits livres en français. Dès que je commence à penser dans ma langue et les traductions comme ça, c'est la catastrophe. D'ailleurs, l'éditeur... on a le même éditeur chez Gallimard, Jean-Marie Laclavetine, il ne me loupe pas. Chaque fois, il me souligne les phrases. Là, tu as dit. Ah oui, il m'a dit, là, tu as pensé au cerveau croate, tu essaies d'écrire en français. Voilà, la concentration, beaucoup de boulot. Je dis toujours, comme je viens de très très loin et de très très bas, je me sens parfois dans le starting block avec les autres collègues l'écrivain, sauf que j'ai déjà couru 150 mètres et j'ai quelques boulets de 50 kilos, donc je suis sur le starting block, un peu essoufflé comme ça. Voilà, c'est le boulot pour finir. Un journaliste qui me demande une année dans la vie d'un écrivain comme moi, je dis 1 mois architecte et 11 mois de maçonnerie pure. Le maçon, voilà. Merci. Alors, Carole. Alors, moi, je suis bien embêtée. Parce que je n'ai pas d'habitude, je n'ai pas de recette. J'aimerais bien en avoir. J'ai pas de... Parce qu'il y a des écrivains qui organisent vraiment leur journée comme des journées de travail. Et puis des fois, je les écoute en me disant c'est une bonne idée, je vais essayer de faire pareil. C'est David Vann qui disait qu'en fait, il écrivait, je ne sais plus, 400 mots tous les jours de 10h à midi. Quand j'ai entendu ça, je suis partie.
Je me suis dit, oh là, on va pas trop discuter, déjà parce que je parle pas très bien anglais, et puis en plus parce que je me suis dit, il est psychorigide. Et puis en fait, je l'ai retrouvé dans un autre festival après. Je dis, ah oui, toi, c'est 300 mots de 10h à midi. Et il m'a dit, non, attends, t'as pas bien compris. C'est 300 mots de 10h à midi, mais je sais pas ce que je vais écrire. Et je me lance. Et là, je me suis dit, ah, ça, c'est super intéressant. Donc en fait, je l'ai fait. Et il m'a relancé. Mais en fait, voilà, j'ai utilisé la recette de quelqu'un d'autre parce que justement, à un moment donné, moi, j'étais coincée. Voilà, j'ai des moments où... Mais vous n'aviez pas encore commencé à écrire à ce moment-là. Si, j'avais commencé, mais j'étais à un moment où j'étais bloquée. Et en fait, c'est lui qui, en me disant ça, alors que je pensais que en fait, ça pourrait jamais marcher avec moi, eh ben, waouh, c'est parti et ça m'a totalement débloquée. Et je suis allée et je comprends, quoi. C'est super beau de faire ça. Mais je ne suis pas capable de le faire comme lui tous les jours de 10h à midi. Mais c'est bien de le faire de temps en temps. Donc voilà, et comme vous me posez cette question, je me dis, ah bah oui, tiens, je suis en panne là, en ce moment je vais le refaire. Voilà, je vais le refaire. Mais le problème... Moi aussi, on va essayer. Toi aussi tu vas le faire, tu es en panne? Bon ben voilà. On va peut-être trouver une recette. Non mais c'est qu'il n'y a pas, je pense que profondément, en fait, chacun trouve ce qu'il veut. Il y en a qui comptent. Qui compte le nombre de signes, le nombre de mots, le nombre de trucs. Il y en a qui... Je sais pas, moi je pense que je cherche. Donc je perds beaucoup pour avoir beaucoup de choses à chercher. Et donc je suis tout le temps en train de chercher parce que j'oublie, parce que je perds, parce que je suis chaotique, parce que c'est le bordel. Et en fait, dans ce bordel-là, à un moment donné, il y a un truc, il y a deux choses qui ne devraient pas être l'une à côté de l'autre. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui fait boum. Et là, je me dis, ah ben, j'y vais. Et donc, j'ai vraiment, malheureusement, pas de rituel à part cette constante recherche. Donc, je cherche, je me documente quand j'ai besoin de me documenter. Je reste très, très longtemps là-dedans avant de me lancer. La seule chose, j'ai peur du début. C'est-à-dire que j'ai cette habitude qui est, je sais que j'ai envie d'écrire quelque chose. Je ne sais pas très bien où je vais, mais je sais que j'ai envie d'écrire quelque chose, une histoire que j'ai commencé à raconter, que je raconte beaucoup. Ça, oui, je raconte, je parle beaucoup, pendant plusieurs années même, de l'histoire que je vais écrire. Et dans le regard des gens qui écoutent, je trouve la suite. Voilà, je tire ça du regard des gens qui écoutent. Donc ça, c'est peut-être une petite recette d'écriture que je fais. Mais et je sens l'envie d'écrire la première scène, et j'attends que le désir soit très très fort, comme on pourrait avoir un désir sexuel et que ça et je sais pas, attendre que de plus en pouvoir, quoi. Enfin, je sais pas, de pas se ruer tout de suite. Ça se précise comme une évidence, par exemple. Pas se ruer tout de suite. Mais vous voyez que le désir soit trop fort pour que... Là, j'y vais. Et en général, j'attends d'avoir aussi beaucoup de temps pour pouvoir écrire ce premier moment. Et c'est pas juste un 5 à 7, hein, c'est vraiment... et j'y vais. Et là, j'y vais. Et je suis contente. En général, je suis contente. Je ne sais pas très bien pourquoi je suis contente, mais je suis contente. En fait, j'ai joui un peu, là, tu vois. Ça m'a fait du bien. Et puis après, malheureusement, j'attends encore très longtemps que ça revienne. Et en revanche, sur la fin d'un livre, là, c'est vrai qu'en général, je suis complètement dedans. Je suis complètement dans et je dirais que peu importe le lieu où j'écris, je ne sais pas comment expliquer. D'accord. Je trouve que le lieu où j'écris a finalement... Vous parlez beaucoup du temps, mais est-ce qu'il y a un cadre? Non, le lieu finalement a assez peu d'importance, puisqu'en fait, sauf que j'ai besoin d'être enfermée. En fait, je ne sais pas comment expliquer, quoi. J'ai besoin d'être dans un endroit où s'il y a un beau paysage, par exemple, je ne sais pas comment expliquer, quoi. Je vais aller dehors, je vais aller dans le paysage, il faut vraiment que je sois très concentrée pour arriver à... En fait, faut pas dire... Parce qu'après, mon éditeur risque de m'enfermer, ça ne va pas le faire. C'est pas bien de dire ça. Mais cette idée que, oui, c'est pas une grande pièce, ça sera un lieu qui sera plutôt petit, et pour pouvoir être vraiment dedans. Mais en fait, c'est pas... Je crois que c'est pas une question de... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas une question de lieu. Parce que, en fait, je suis plus là. En fait, quand vraiment je suis dans l'écriture, je suis dans ma tête et dans mon corps, mais pas... Je
sais pas comment expliquer, quoi. Non, je vous l'ai expliqué très bien. Ça va, c'est clair. Dans mon bordel, c'est clair. Et je pense que par rapport à tout ce bordel, justement, dont je vous parle, et tout ce désordre, et tout ce chaos, et tout ce truc, je pense que le roman reste une recherche de cohérence. Voilà. Et que c'est grâce à ça que je tiens, peut-être, ensemble. Ouais. Enfin, c'est déjà pas mal. D'accord. Ouais. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, super. Moi, je partage c'est des univers. D'accord. Moi, quand je travaille, ça se voit. Je suis un homme au travail. Il y a quelque chose là qui me happe, qui me démange, qui me dévore et tout. Et ça se voit. Et cela dit, ça passe par plein d'étapes, plein de moments, une petite organisation intérieure. Je réfléchis beaucoup. Et parce que mes livres sont bizarres. Moi, je me lance dans des zones existentielles, des zones sociopolitiques assez compliquées. Et donc, du coup, j'ai besoin de réfléchir avant même d'inscrire quoi que ce soit sur le papier. Et ça n'a rien à voir avec, je sais pas, l'espace géographique. J'ai beaucoup voyagé avec mes livres. Donc, voilà, j'arrive dans une chambre d'hôtel. Le truc est là. Je suis au travail. Le truc une fois que je suis dedans, là, c'est fini, c'est parti. Donc, et donc, je pense que oui, dans le train, dans l'avion, dans les chiottes. De la même manière, il n'y a pas, pas un cadre, un endroit précis. Non, quand je suis au travail, je peux passer une semaine enfermé, tranquille, je bosse. On retrouve encore Après, je sors aussi l'enfermement quand même. Après, je sors dans un bar pour boire des coups et en buvant des coups sur mon téléphone, je prends des notes parce que ça ne me lâche pas. Parce que je suis encore dedans. Je pense beaucoup à mes phrases, aux situations. Quand les gens parlent autour de moi, je dis ouais, ça pourrait être, ça c'est pas mal. Hein. Et ce qu'ils viennent de dire, hein, c'est le genre de truc que mon personnage pourrait dire. Et donc, du coup, je réfléchis à tout ça. Je trouve mes situations, des choses comme ça, des scènes dans le métro. Et je dis, ah ouais, ça, c'est l'univers de mon roman, ça. Ah ouais, non, tout à fait, je vois ça. Mais alors, moi, le problème, c'est que je prends des notes sur des bouts de papier et je les paume. Tu vois ouais. Mais je comprends complètement. Ouais. Parce que il y a peut-être des gens qui les trouvent. Oui, moi, j'essaie de finir le dialogue. Comme je marche beaucoup, il y a le mec qui est touché. Avant-hier, il y avait la police. Et ils sont déjà partis. C'est trop tard. Et je dis la police qui est arrivée et qui a partagé, je ne sais pas, un pastis avec eux. Et c'est, en tout cas, être en même temps dans et en dehors de la vraie vie de gens qui ont un souci comme ça. C'est peut-être le problème que moi aussi, que je me connecte et je reste. Et je regarde comme le vampire, comme le Nosferatu, comme vous dites bien, Mackenzie, comme le Nosferatu où on peut vampiriser un dialogue, amener une jolie jambe, la jupe, le bruit, le jazz, le rock, la littérature comme ça. Je regarde. Peut-être ça c'est le plagier. Comme dit Borges, tous les histoires sont déjà racontées. Il nous reste travailler un petit peu notre style. Est-ce que je suis à Laval ou à Paris ou en Bosnie? Ça change. Et j'aime bien l'idée du chaos parce que, pour moi, c'est un peu ça. Hein. On essaye de mettre de l'ordre dans tout ça et c'est pas évident. Je répète, c'est déjà pas mal. Donner une forme au chaos, c'est ça en fait. Et vous, Jeune Éclan, est-ce que vous vous imposez un cadre de travail pour écrire ou est-ce que comme... Je ne m'impose pas, mais j'écris mes livres toujours au même endroit. C'est un endroit très petit parce que j'ai besoin de quelque chose de... J'ai besoin d'un endroit très petit qui est le mien, là où je vis. Parce que comme je vais partir, un roman, c'est quelque chose où on ne sait pas très bien, mais ça va se déployer, c'est très grand. Et finalement, c'est à partir de cet endroit, cette habitation très... que je sais que ça se déploie et j'ai besoin que ce soit toujours le même endroit. D'accord. Même si je partage mon travail entre chez moi et mon travail d'écriture. Et très souvent, un café que je vais découvrir, c'est jamais le même selon les livres. Alors, comme j'habite à Paris, je marche,
Et tout d'un coup, je rentre dans un café. Non, c'est pas celui-ci. Et tout d'un coup, je trouve le lieu. Et là, ça va être le lieu partagé entre chez moi et cet endroit. Mais avant, pour moi, le lieu de l'écrit, c'est autre chose. Pour que ça soit possible, comme dit Carole Martinez, c'est cette... il y a beaucoup de temps avant que ça arrive, hein, c'est ça. Hein, on ne sait pas quand ça va arriver. Et moi, le lieu de l'écrit, d'où va partir l'écrit, le lieu intérieur, d'où va se déclencher le processus. Enfin, je dis processus, je ne sais pas très bien ce que je dis quand je dis processus, mais je pense que c'est le lieu qui précède la parole, qui précède le mot. C'est le lieu du silence, pour moi. C'est le silence, d'abord. Mais le silence beaucoup dans la marche. Je marche beaucoup dans la ville ou ailleurs. Et je fréquente des lieux de silence. Beaucoup les églises, j'aime beaucoup. Enfin, les lieux de silence. Paris, à l'aube. Là, en ce moment, pour moi, c'est extraordinaire parce que Paris est une ville un peu déserte et très silencieuse. Et c'est une espèce de dépossession, je ne sais pas comment, je ne peux pas l'expliquer, je ne sais pas comment. Et c'est dans ce retrait, mais en même temps au cœur du monde, que peu à peu, tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, et puis après, c'est le roman qui se déploie, et là, il faut courir derrière. Voilà. Mais il y a une routine chez moi, oui. Et quand vous choisissez un café, comme vous l'expliquez, vous savez exactement pourquoi c'est celui-là ou c'est purement intuitif? C'est un peu la magie de l'endroit, je ne sais pas. C'est à la fois l'espace, à la fois un endroit où je suis au calme en même temps, mais j'aime être au milieu, même il y a le brouhaha, mais je sais que là, je vais pouvoir, je n'entends plus rien. Et alors, mais c'est aussi, là, le café où je travaille mon nouveau roman, c'est il y a quelques écrivains aussi, ici et là, qui passent, qui travaillent aussi dans cet endroit. Donc là, c'est très heureux. D'accord. Voilà, il y a d'autres artistes aussi qui apparaissent c'est comme ça, chacun à sa table. Moi, je change un peu, mais quand même, il y en a certains, ils sont pires que moi. C'est leur table. Voilà. Mais j'aime bien c'est très intéressant, franchement. J'aime bien cette connexion ou sinon cette recherche de connexion entre le lieu originel, physique, où on écrit d'habitude, un bureau chez soi, un petit coin de table, et cet horizon possible, c'est-à-dire un café. Et on a l'impression que finalement, on n'a pas bougé. On n'a pas bougé parce qu'on a réussi à créer cette passerelle, cette connexion entre le dehors et le dedans, entre deux lieux, parfois improbables, très différents et l'un de l'autre. Et aussi cette idée d'intériorité, la parole qui, à un moment donné, se détache d'un lieu existentiel, d'un lieu intérieur. On pourrait appeler ça l'enfance, son vécu, son histoire, sa mémoire, ses voyages, ses lectures et tout. Et finalement, on écrit, enfin, je pense qu'on écrit tous de là, quoi. De ce trop plein ou de ce trop vide existentiel. Enfin, Jeunet ? Oui, je voudrais juste ajouter une chose. C'est vrai, il a dit quelque chose là que il parle de passerelle, c'est-à-dire que quand je passe de mon bureau, enfin de chez moi, à cet endroit, ce café où je vais pour ce roman, c'est une passerelle. Je vais de chez moi à chez moi. Ouais, voilà. Voilà. Alors, ça m'a aidé vraiment à comprendre quelque chose et ce bonheur que j'ai à aller de l'un à l'autre. Ouais. Dans une reconnaissance avec les autres et chez moi, et j'emporte en même temps. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, et j'ajouterais même, je pratique beaucoup de bistrot pour écrire. Là, à Strasbourg, je trouvais quand même qu'ils ne sont pas tous pareils. Et je préfère, par exemple, écrire dans les bars où il y a des serveurs et pas de serveuses.
Parce que sinon, ça te déconcentre. Hein. Ça me déconcentre, je suis peu humain, je suis rien de... Donc voilà, un joli bar avec le serveur. Et pas trop bon. Si la musique est bonne, je décroche comme ça. Donc j'ai les casques anti-monde. Je mets les casques. J'essaie avec mon musicien préféré, j'essaie avec John Coltrane et je laisse tomber, je l'écoute. Coltrane et les McCoy Tyner. Donc il faut plus sérieusement. Ça, c'est la question essentielle de la création elle-même. Est-ce qu'on se renferme ou est-ce qu'on est ouvert? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on garde comme ça? Moi, j'essaie, comme je deux, trois derniers livres, je traite moi-même et ma vie. J'essaie de me détacher et en même temps accompagner ce Veli Borcioli dans deux, trois livres où je le maltraite, il est grossi, il mal au genou, il a la gueule de bois, il est amoureux, comme ça. Et donc, toujours ces filtres, et je pense que j'écris dans le temps et pas dans l'espace. Petite histoire pour finir, c'est un lord anglais, Sir John, qui veut se faire un costard, il va chez son tailleur, il prend la mesure. Il dit, Lord, vous venez dans une semaine. Il revient dans une semaine. Il dit, il est impeccable son tailleur. Il est impeccable, mais il faut juste un petit peu les épaules. Venez dans une semaine, je viens. Il dit, il est impeccable, mais un peu les manches. Je vais raccourcir. Et au bout de 3 mois, Lord perd sa flegme britannique. Il dit, John, à son tailleur, mais bon Dieu, qu'est-ce que vous faites depuis 3 mois? Regardez, le bon Dieu, il a créé le monde une semaine, et vous avez mis déjà 3 mois pour faire un costard. Le Turc dit, monsieur, regardez le monde et regardez mon travail. Donc, arracher, pour moi, arracher le temps, pas l'espace, je répète, je me sens bien à Sarajevo, à Strasbourg, à Bruxelles, en France, comme ça. C'est un peu... archi-usé, mais je suis vraiment habitant, pas citoyen, je suis habitant du monde, et un seul habitant dans un seul endroit exclusif, j'habite la langue française. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, parce qu'un livre, une œuvre, c'est une sorte de capture dans le temps. Mais bien sûr. Et là, on peut dire qu'il y a presque tout, parce qu'on voit le travail du temps et sur les corps, sur l'espace, son passage, son travail. Mais donc, du coup, capter une partie de ce temps, c'est capter aussi une partie de l'espace, des corps. Ça se travaille vraiment, c'est la poésie, c'est autre chose. Ouais. La poésie peut devenir éclair, mais le roman, il faut voilà, la maçonnerie, on y va au charbon. Oui, donc peut-être à part Jaunet Clan, où la configuration du lieu d'écriture est un peu plus figée, finalement... Non, elle change de café. Elle change de café. En fonction des... D'ailleurs, il faudrait mettre à la fin de chaque roman un remerciement au café en question. Je suis passé par là. Voilà. Et donc, ce que je comprends, c'est que finalement, le lieu physique, en tout cas pour vous trois principalement, mais aussi un peu pour Jaunet, finalement, n'a guère d'importance. Il faut quand même avoir un lieu. Enfin, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir un endroit où on peut se poser, écrire et être tranquille. Oui, mais c'est un lieu en fait que vous réservez pour une forme d'accouchement. En fait. Ça peut être. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on parle du lieu et du temps. Pour écrire, il faut pas grand-chose, mais il faut un lieu et du temps quelque part. Donc un lieu qui peut être aussi petit soit-il, mais en fait, vous voyez. C'est très. On n'a pas besoin de caméras, de trucs de prise de son, de je sais pas combien d'assistants ou d'une équipe. Des satellites, on a besoin. Enfin bon. Mais en revanche, c'est vrai que ce dont on parle, c'est malgré tout, même si le lieu, en fait, il faut quand même l'avoir. Enfin, voilà, pour avoir un endroit. Quel qu'il soit, que ce soit la table d'un café. Là, en ce moment, les cafés sont tous fermés. Jaunet, t'es bien embêté, quoi. Oui. Tu vois, il y a une chose, je pensais tout à l'heure, on parlait de mouvement, d'espace, ça me fait penser à la phrase de Tennessee Williams, quand il dit je retrouvais dans le mouvement ce qui était perdu dans l'espace. Dans l'écriture, il y a un peu de mouvement pour moi, et que l'espace, alors pour certains, ça peut être n'importe quel endroit, mais
Là où l'endroit, je parlais d'un endroit figé, je ne sais pas qu'il est figé, c'est que c'est pour... Enfin, oui, c'est une façon de dire par rapport à des gens qui peuvent écrire partout. C'était une manière de dire que Voilà. c'était plus codé. Par contre, on emporte l'écriture partout. Quand on écrit... Enfin, quand le roman, on est dans un roman, même pas, mais parce qu'on sait être dedans ou pas, j'écris ou on n'écrit pas pendant quelque temps parce qu'il faut laisser les voix se taire, disparaître des personnages, peut-être pour arriver vers un autre livre, on ne sait pas, mais en même temps, le lieu, puisqu'on parlait du lieu de l'écriture, il est à un moment donné, je ne sais pas si c'est les lieux de l'écrit, mais en tous les cas, c'est un lieu où les personnages existent, où ils ont pris leur envol, ils se sont déployés à un endroit. Et c'est un peu ce que dit Duras. Je ne sais pas si c'est ça ce qu'elle veut dire, mais que j'aime bien quand elle dit tout écrit dans la maison, tout écrit dans l'endroit où on écrit, même s'il y a cette passerelle, mais qui est quand même chez soi. Ça, j'ai beaucoup apprécié, ça m'a beaucoup plu. Non, parce que je ressentais ça et je ne pouvais pas le... Voilà. Et... mais c'est un lieu où, même quand on n'écrit pas, ça écrit. Il y a un apaisement. Il y a quelque chose dans cet endroit qui est circonscrit comme ça. Mais est-ce que c'est parce qu'on se l'approprie quand c'est pas chez fermé, soi? C'est pas non plus un endroit figé où j'ai besoin de me retirer du monde. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, ouais. Le bruit du monde, la marche du monde. Et... Quand, je ne sais pas, tu écoutes de la musique quand tu écris, Carole, tu écoutes de la musique? Ça dépend. Pas forcément. Ça, c'est pareil, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de... Voilà, ouais. Parce que des fois, j'ai envie de... Enfin, j'écris, en revanche, je parle ce que j'écris. Peut-être aussi, alors, c'est pour ça, peut-être que c'est quand même plus difficile pour moi d'écrire au café ou dans le train, parce que je suis chiante. Même les gens, quand j'étais en classe, quoi, qui étaient à côté de moi, si tu veux, pour écrire... une disserte ou un machin, blablabla. Je parle, j'écris. Donc, c'est vrai que du coup, quand je suis à côté de mon mari et que j'écris et que là, je mets un truc sur les oreilles parce qu'il regarde un match de foot ou n'importe quoi et que je suis à côté et ben, je parle quand même. Et il me donne des coups de coude pour me dire arrête. Enfin, j'exagère, mais c'est arrivé quelques fois, c'est vrai. Parce qu'en fait, je me rendais même pas compte que je parle ce que j'écris, quoi. Enfin, c'est comme parler la nuit quand on dort. Enfin, vous voyez, c'est un côté... Donc, en fait, des fois, la musique peut me gêner parce que j'entends moins bien ce que je dis, enfin, ou ce que j'écris. Et parfois, j'ai envie de cette musique parce que j'ai l'impression que dans ce rythme-là, je vais trouver quelque chose qui va accompagner ce que j'ai envie de faire sortir. Et voilà, c'est une question de souffle. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a un truc qui va dans ce rythme. Et ça, c'est un moment en écrivant. C'est pas où vous dites pas non plus le texte après aussi, pour le vérifier. Aussi, il y a les deux. Aussi. Je me relis après à voix haute, machin. Et puis quand j'ai quelqu'un à portée de main, il y a droit. Il y a droit. Donc c'est chiant. Et même quand il n'est pas à portée de main, il m'arrive de téléphoner aux copines pour t'as pas 5 minutes. Ils savent en général. Mon frère est adorable, mon frère accepte. Je lui lis. Il est toujours disponible pour moi. C'est une oreille magnifique. Parce qu'en plus, je suis très chiante, c'est-à-dire que j'oralise, donc je lis mon truc et j'ai pas du tout envie de la vie de l'autre. Ou pas vraiment. Enfin, j'ai envie que l'autre me dise « Waouh, c'est bien ». C'est ça le truc, quoi. C'est ça qui... Parce que si la personne commence à me dire « Ah, mais pourquoi t'as fait ci ou ça ou machin », c'est terminé, en fait. D'ailleurs, je devrais pas le dire parce qu'après, ils vont me faire ça pour plus que je les appelle pour leur lire. Parce que pour être débarrassé de moi, en fait, il faut me... Surtout pas que ce soit un correcteur ou... Ouais. Juste par rapport à la musique, je dis toujours, comme tous les musiciens ratés, je finis critique de jazz. Comme beaucoup. Et une fois, j'ai eu la chance d'interviewer Archie Shepp, Nancy Jazz Pulsation, un festival de jazz où le bonhomme se pointe, toujours hyper bien sapé, comme le Mac New York de l'année 70. Il nous joue le blues. Et donc, je le demande, il parle avec un accent new-yorkais français, comme ça. Je dis, Monsieur Shepp,
au départ, vous jouez 12 mesures de blues, puis free jazz, puis comme ça, puis la musique africaine, puis comme ça. Et à la fin, 12 mesures de blues. Donc, le cercle est fermé. Il me sort la phrase que j'ai toujours imprimée en A4 et que je ode comme ça. Il m'a dit, jeune homme, une note, on parle de musique, une note, au moins, c'est la faute professionnelle. Une note en trop, c'est la faute de goût. Donc ma musique m'aide de ne pas sortir une note, un mot en trop. Quand je me lance dans la grande description poétique, le machin, un truc comme ça, je regarde à ces chefs, je dis oh, tu reviens. Et là, il y a le touche magique sur chaque clavier, effacer, tic, 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 tic. Êtes-vous sûr effacer? Oui. Peut-être là, la musique me aide, je parle personnellement, et de bons musiciens, que j'ai eu la chance de voir Dave Holland, le contrebassiste, comme ça. Ils sont très, très simples. Les meilleures choses sont finalement simples et c'est au même niveau pour le grand jazz que pour la grande littérature. Ça n'empêche pas, et mon genre où je suis né, c'est la Bosnie, c'est comme notre pays. La Bosnie, c'est une des terres natales du réalisme magique. Dès que je finis mon histoire de bordel, comme ça, je reviens vers le réalisme magique qui peut nous permettre intervention de divine, intervention de voyage, parce qu'au départ de notre aventure romanesque, il ne faut pas jamais oublier, comme dit Milan Kundera, il y a Cervantes et Don Quichotte. Et Kundera, pour finir, il dit toujours, en écrivant un romancier ne doit rien à personne, sauf un petit peu peut-être à Cervantes. Et je revendique cette idée de roman picaresque, comme ça. Débarrassé exil, je reviens vers le rêve, que j'aime beaucoup, et divine sur terre, et terre vers le ciel, si je peux. Il y a l'exil, mais il n'y a pas que l'exil, parce que moi j'ai quand même relevé une phrase dans le texte que vous signez dans Paysage qui m'a beaucoup intrigué, et j'ai bien envie de vous entendre là-dessus. Vous écrivez: comme toute littérature, il s'agit simplement d'une tentative de capturer et de faire revivre ce qui existait autrefois. Donc, ce qui implique aussi tout un travail lié au souvenir et à la mémoire. Oui, je parle déjà. Pourquoi j'ai eu déjà 3 faux départs? Je pense que je suis Usain Bolt, je suis déjà viré. Pourquoi j'ai eu 3 faux départs de mon 3e volet de trilogie sur l'exil? Parce que là, je parle de choses avant l'exil, la guerre en Bosnie que j'ai vécue. Et je me suis rendu compte, et quelle terrible évidence que ma mémoire, ma propre mémoire, parle une langue étrangère. Que ma langue maternelle, je ne sais pas si vous voyez, ma langue maternelle est devenue une langue étrangère. Et c'est terrible. Pour la première fois, j'essaye de m'auto-traduire et c'est l'enfer. Et je n'arrive pas à percher cette carcasse qui est peut-être chez tous les exilés, en tout cas chez moi, bien visible. Tout ce qui est vécu en France, dans la langue française, aucun problème. Tout ce qui est vécu dans ma langue natale, avant l'exil, avant la langue française, me parle, me hante, m'emmerde, si vous permettez le mot, dans cette langue qui est la mienne et qui est devenue la langue étrangère. J'ai déjà le titre. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre derrière. C'est la mémoire. La mémoire parle une langue étrangère. Et c'est terrible pour moi. J'ai effacé 3 fois. Je vais essayer encore la 4e fois. C'est une des raisons où il y a une panne terrible dans cette peut-être schizophrénie ou une sorte de cacophonie comme ça. Comment les choses terribles que j'ai vécues pendant la guerre en Bosnie restent enterrées, encastrées dans la langue natale. Et mes chers défunts, mes camarades qui sont morts dans les tranchées, me reviennent. Ils parlent dans notre langue. Je n'arrive pas à traduire cette émotion-là. Ça, c'est pour la première fois. Normalement, ça doit être mon 7e roman en français. C'est pour la première fois où l'émotion reste fichée dans une autre langue qui est devenue quel enfer.
ma langue natale est devenue langue étrangère. C'est une langue sans enfance aussi. Ma langue française, pour moi, c'est langue adulte. J'ai appris ça à 30 ans. Et écrire l'enfance dans une langue qui est dénuée de l'enfance, c'est monstrueux, quoi. Déconseil à tout le monde. Mais pourquoi tu écris pas à ce moment-là dans ta langue natale? J'essaie, ça marche pas. Ça marche pas non plus. Non. L'histoire doit rester dans ça. Comme cette histoire doit rester, elle refuse d'être francisée. Elle veut rester. Donc, je veux peut-être écrire en serbo-croate. Eh ben c'est ça, c'est ce que je te dis. Ouais. Tu devrais écrire à ce moment-là en serbo-croate. C'est ça. Si continue comme ça, je Après, serai obligé de me débarrasser de ça dans ma langue. Trouver le traducteur. Dans ta langue natale. Oui, ou après, même si ça se trouve, après tu seras capable de traduire. Toi. Ouais. Sais pas. Est-ce que c'est une question de langue ou d'imaginaire? La langue, l'imaginaire. Je ne sais pas, je découvre ça, Charles Mackenzie, depuis un an que j'essaie. Je découvre que ce moment dur, qui était la guerre, veut rester dans le mémoire et dans une langue, cette langue comme ça. Et que les morts, j'ai aucun problème dans mes livres, c'est vérifiable. Je fais parler régulièrement les morts, quoi. Bien. Quand tu dis dans une langue, la maternelle? Oui, natale, serbo-croate, la langue comme ça. Il bloque. Je ne sais pas, je demande les gens qui ont changé la langue, personne n'a eu ce problème. Je suis pionnier dans ce problème-là, comme quoi. Ça fait mal comme chaque fois. Tu as écrit Jésus et Tito directement en français? Ouais. Mais c'est magnifique. Ouais. Et Archange aussi. Oui. Et c'est magnifique aussi. Mais comment dirais-je, les moments heureux, je peux traduire. Les moments tragiques, je ne peux pas. Mais Archange, c'est pas très heureux. Mais ce n'était pas moi. Heureusement. J'ai cru ce que je disais. Ouais. Pardon, on arrête. Mais... C'est terrible. Je n'ai pas la réponse pour l'instant. Merci pour essayer de m'aider. Je n'ai pas la réponse pour l'instant. On essaye de se trouver des solutions entre auteurs. En live. En tout cas, voilà, là, pour l'instant, la mémoire parle une langue étrangère pour moi et c'est terrifiant. Ouais. Alors, tu habites la langue française, mais la mémoire parle une langue étrangère. Oui, voilà, c'est terrible. J'ai juste une dernière question anecdotique, je ne sais pas trop pourquoi ça me travaille, mais vous écrivez tous sur ordinateur ou il y en a encore parmi vous qui écrivent vraiment à la main, de manière manuscrite? Ouais, moi, je sais pas. Moi, je prends beaucoup de notes dans un premier temps. Sur son téléphone. Sur mon téléphone. J'ai des cahiers aussi. Je prends beaucoup de notes. Voilà, des phrases comme ça. Je trouve une phrase. Je trouve que c'est pas mal, que ça devrait avoir sa place quelque part et je la note. Voilà, j'ai plein de petits trucs comme ça. Et après, quand c'est plus ou moins clair dans ma tête, c'est-à-dire je suis prête à faire le voyage, à savoir où je suis, de ne pas savoir où je vais aller, je commence. Et de temps en temps, je vais piocher dans ces notes, dans ces cahiers, voilà. Et mais oui, je passe à l'écriture du livre directement sur ordinateur. Après, j'imprime, je me relis jusqu'à... J'imagine bien. On est dans la verticalité. Je réfléchis à mon petit niveau une fois que j'ai écrit presque un texte. Jack Kerouac, il était devenu célèbre par son rouleau vertical. Et je me suis dit, je suis dans la génération de l'écrivain qui écrit dans la verticalité. Le texte sur mon Mac, il va comme ça. Et que très, une fois très avance, j'imprime pas tous les 5 jours, en tout cas pas moi, très bien avancé, mon texte de verticalité passe à l'horizontale comme on lit le livre. Je ne sais pas, il y a peu de distance, peut-être dans un siècle, ils vont nous dire tous, ah oui, dans l'année 10, 20, le 21e siècle, c'était littérature verticale. Je pense que ça change, en tout cas pour moi, que ça change façon comment j'ai écrit pendant de longs mois, peut-être des années. Le texte se déroule verticalement devant moi. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça. Et à un moment, je le couche, et ça devient un format de livre. Paysage. D'une table. Ah oui, c'est peut-être pas mal comme idée. Ouais, essayer d'écrire un livre sur une page en paysage. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ah ouais, je vais essayer ça. Et ben voilà. Il faudra reproduire le format après.
Ouais. Parce que sur la page, enfin, j'ai envie de dire Ouais, normale, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? les phrases sont... Coupé. Voilà, les phrases sont coupées, elles sont courtes, et puis on peut facilement les voir, les identifier dans le texte, voilà. Mais comme ça... Sur des murs, Ouais. tu peux aussi. C'est ça le premier roman, Ouais. 16e. Sur un mur, tu peux écrire comme Ouais, ça. ça doit être quelque chose. Je vais essayer ça. 19e, Ouais, voilà. je vais essayer ça. Mais c'est le texte de Kerouac, justement, qui avait été exposé à Beaubourg. On pouvait voir, ils avaient mis une table. Donc, une table qui faisait, je sais pas, 20, 50 mètres. Et donc, il y avait tout le texte de la route qui se déroulait comme ça et qui a été exposé. C'est vrai que sur... moi, je sais pas, moi, je reprends moi, j'écris sur l'ordinateur aussi. Parce que la machine à écrire, ça faisait du bruit pour les voisins. Et donc, ma mère m'avait offert un ordinateur au début. Ça fait pas de bruit, c'est curieux de taper sans qu'il y ait le rythme de On passe à le bruit, le rythme. Et puis aussi, moi j'écris avec un stylo aussi. Mais vous emmenez pas l'ordinateur au café? Sur l'ordinateur, j'allais au café avec tout, mais après je perds mes papiers, il y en a trop. Donc l'ordinateur, là, c'est très pratique. Quoi. Ouais. Mais pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais par contre, sur l'ordinateur, il y a la page seulement, ou deux, mais c'est tout. Et sur mon bureau, je peux mettre le chapitre que je suis en train de travailler, qui c'est 4-5 pages. Et en les posant comme ça, j'ai besoin de les voir parce que on voit, ah tiens, ça se termine là, ah, je vais à la ligne là, c'est 4 lignes, et puis 15, et puis qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire quelque chose. Il y a le rythme qui surgit que je vois quand je pose toutes les pages. Et puis réécrire, corriger, coller, découper, recommencer, comme ça. Mais une dernière chose, oui. Vas-y. Il y a quelque chose qui, sur les manuscrits, ils ont exposé les manuscrits, certains manuscrits de Duras, il y a quelque temps à Paris, toujours à Beaubourg. Et je regardais et je me suis dit, mais à ce qu'on se dit tous à un moment donné, mais ça n'a peut-être pas d'importance en même temps, mais on voit les manuscrits, on voit le travail. Elle envoyait, elle coupait la scène d'un bal, la salle de bal avec les gens qui dansent. Et on voyait qu'elle avait coupé tout ça. Et la première phrase, c'était « La salle du bal était vide. C'était fini, c'est la fin. » Et on voyait ce travail. Mais je me dis, sur l'ordinateur, comment je vais savoir comment il a commencé, ce qu'il a enlevé? Tu peux. Ah, Tu peux revenir, bah ouais. Tu peux, tu as toutes les révisions. Et tu as toutes alors, les dates, alors là, je voyais. La date, on peut barrer, souligner, on peut tout retrouver. On peut mettre des commentaires. Je ne sais pas si ça a important. Mais ça se fait même automatiquement. Un jour, j'ai découvert la touche. D'accord. D'ailleurs, je l'ai retrouvé depuis. Mais je me suis pas, j'ai pas compris. Tu peux revoir le tracé, le chemin. J'ai vu tout ce qui avait été coupé. Et heureusement. Avec la date, les ajouts, les machins. Tout est enregistré normalement. Tout est enregistré. C'est impressionnant. Mais je n'ai pas retrouvé le chemin pour revoir ça. Mais ça existe. On peut, je sais que ça existe, ouais. Alors, moi, je suis devenue ordinateur, oui. Au début, j'étais vraiment main. Mais ça fait un bout de temps, depuis même le premier roman, en fait. Je l'ai commencé à la main et puis finalement, je l'ai fini à l'ordinateur. Je pense qu'il y a une question de rythme aussi, c'est-à-dire qu'en fait, au début, j'écrivais l'ordinateur hyper lentement, donc j'avais pas le rythme, j'avais pas la possibilité d'aller aussi vite qu'à la main. Maintenant, ça va, j'ai le même... Et puis, je sais pas si vous avez cette sensation, mais quand on écrit, je trouve qu'on part un peu, quoi. Enfin, on part. Je ne sais pas si vous avez cette impression. Moi, j'ai un peu l'impression de dormir. Je trouve que le corps est plus présent quand on écrit avec les 10 doigts. Avec tous les doigts. En tout cas, les 8 ou les 6 doigts. Il y a un truc qui se passe là, de tremblement, un truc... Moi, il y a une rapidité, il y a une vitesse. Ouais, quand on est dans... Ça va vite. Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi un truc qui glisse et qui fait que, tu vois, quand tu écris,
sur la page et tu sens la page. Il y a un truc plus charnel, en fait, dans l'idée d'écrire, même si tu n'utilises pas tous tes doigts, quoi. Mais tu peux, bien sûr. Et puis, tu peux aller te curer le nez en même temps que tu... Alors, quand tu es sur ordinateur, c'est vachement compliqué, quoi. Quand il y a un petit bonheur d'écriture qui advient, c'est pas évident avec un stylo. Un petit bonheur d'écriture? Ouais. Quand on est à fond dans un truc, on est comme transporté, ce qu'on appelle bonheur d'écriture. On écrit là. Ah, ben ça, je ne suis pas tout à fait. Ouais, alors tu vois, avec je ne un suis stylo, pas. Ah, je trouve qu'avec un stylo, avec, c'est. avec un stylo. Si, ça marche bien. Je trouve que ça marche justement. Oui, c'est peut-être que parce que je suis trop ordi aujourd'hui, mais je trouve que ça va très vite avec un ordi. Quand il y a un petit bonheur d'écriture. Et puis, il n'y a pas que de main, il y a des torticolis aussi. Mais est-ce que ça change le rythme du texte? Eh ben, je trouve qu'au début, ça change le rythme du texte, mais à partir du moment où tu arrives à écrire à la même vitesse, en fait, à la main, et quand tu vas à la même vitesse, ça va. Ça va. C'est quand tu arrives à partir de ce moment-là, pof, tu vas bien sur... Alors, ce qui est drôle, je ne sais pas si vous avez eu ça, mais moi, en 20 ans, en fait, j'ai eu 25 ans, j'ai eu 4 ordinateurs. Donc, et à chaque fois qu'il faut changer d'ordinateur, alors là, pour le coup, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a des habitudes de clavier. Il y en a un, j'avais renversé de la tisane sucrée dessus. Et donc, en fait, la barre espace, elle collait. Et donc, j'avais l'habitude de ce truc qui collait à chaque fois que je laissais un espace entre deux mots, et ça me plaisait. En fait, j'ai pris l'habitude, parce que je détestais. Au début, je détestais que ça colle, et petit à petit, j'avais pris cette habitude du truc qui colle, et j'aimais. Et donc après, quand j'en ai eu un... C'est bien que l'ordinateur ait réussi à adopter la tisane sucrée. Ah ben, il a adopté, mais je te dis même pas. J'ai secoué, j'ai viré toute l'eau, j'ai passé le sèche-cheveux et tout. En plus, ça avait fait... Je m'étais dit, c'est fichu, c'est mort. J'ai pas enregistré tout ce que j'ai fait, c'est fichu. Et non, il a supporté. Et donc, il a supporté longtemps après. Puis bon, à un moment donné, il a fallu que je change. Et là, j'ai un vrai problème. Parce que j'en ai un vraiment nouveau. Le problème, c'est que il a fait des parasites. Donc, il y a plein de parasites. Tout le temps, quand j'écris, il fait... Et en fait, c'est comme si ça réveillait de l'écriture. Il faut que j'aille le rendre. Mais le problème, c'est que tu le rends, tu n'as plus d'ordinateur. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Donc, et c'est devenu mon ordinateur avec tous ces parasites. Mais il faut vraiment que j'aille le rendre parce que c'est plus possible. Il y en a de plus en plus. C'est peut-être pour ça que j'arrive plus à écrire. C'est parce que j'ai cet ordinateur mais il fait tout le temps comme ça. C'est un problème de, je sais pas quoi, de rétroéclairage. Il te prévient. Mais il me prévient qu'il va s'autodétruire. Il me prévient qu'il va s'autodétruire. C'est un vrai souci. Je vais peut-être revenir à la main parce que là, il me gêne vraiment, quoi. On s'entend pas. Est-ce que des carnets carnets d'écriture? Pardon? Des carnets? Oui, j'en ai. Tous en même temps. Ouais. On a inventé l'ordinateur que pour moi. Je commence à avoir mal. Je les perds. Torticolis. J'ai écrit, elle a suffisamment vieux, j'ai écrit 5-6 livres à la machine d'écrire. À la fin, j'ai tellement tapé fort que chaque O, c'était un trou comme ça. Boum, boum, boum. Donc, je reçois ça et je commence à avoir mal. Le kiné m'a dit, le torticolis, maladie de secrétaire, c'est quelqu'un. Et les gens qui me regardent que j'ai écrit... Donc, j'essaie avec 1,95 m, on m'a dit, voilà, écrire comme ça. Mais j'oublie et je vais vers le texte, vers l'écran. Donc, à un moment, je suis comme ça, vraiment dans starting block. Et c'est le physique. On peut perdre le dos, les épaules. À la fin de dernier roman, j'ai l'épaule, mais pas elle a salaire de tennisman et le gilet comme ça. C'est très physique et je trouve que l'ordinateur, il est extraordinaire pour quelqu'un qui hésite sur le forme. Ça ne me coûte rien, prendre un chapitre de conclusion et mettre là-bas et dire non, ça ne va pas, je remettre comme ça. Je suis suffisamment vieux. À un moment, je coupais, je scotchais comme ça. Ma page se donnait un cordon. Ordinateur, il est extraordinaire. Ce n'est pas que nous rend le meilleur écrivain, c'est que je gagne le temps avec ça. Et je suis beaucoup plus cool
à essayer de tenter, renverser les chapitres, effacer les chapitres, comme s'il voulait dire, apprendre un petit peu, jeune homme, de modestie, c'est pas si énorme. Ton truc que tu es en train d'écrire, si tu publies rien d'ici 10 ans, le monde va continuer à tourner, et tant mieux. C'est apprendre un petit peu la modestie, que tu t'es inscrit, que tu es un parmi les milliers de gens avant toi, et milliers de gens après toi, et c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal, être un tout petit maillon dans la littérature dite de la langue française. En fait, ce qui est bien aussi, c'est que l'ordinateur, l'écran, ça reste propre. Oui. Ce que je veux dire, c'est que quand on écrit à la main, c'est rapidement le bordel. Enfin, vous, je ne sais pas, mais c'est rapidement illisible, c'est rapidement sale, quoi. Il y en a partout, tout est raturé. T'écris un petit truc dans un petit coin, t'arrives plus à te relire et tout. L'ordinateur, on parlait de chaos et de tout, dans le chaos de l'écriture et de la création. L'ordinateur remet de l'ordre. Mais c'est fantastique. Attends. On peut mettre des commentaires partout et c'est pas grave. Tu mets des commentaires ? Si, oui. Tu arrives à mettre des commentaires sur l'ordinateur ? Ah si, on peut. Ah moi, je sais. Alors en revanche, ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas, je n'ai pas de commentaires. Ça, je n'ai pas de commentaires. Mais je veux dire que, tu vois, je ne sais pas faire. Mais en tout cas, écrire le texte comme ça, donc en vertical, hein, comme tu dis, le texte, il est tout beau, quoi. Enfin, il est tout beau, je ne veux pas dire que le texte est réussi, mais au moins, il est propre. Oui, il est quasiment prêt à être imprimé. C'est une fenêtre, c'est toujours très... Il y a quelque chose comme un matin calme, on va dire. Hein. On commence, il n'y a rien, c'est propre, ça s'imprime bien correctement, bien proprement. Mais moi, j'écris à l'encre, et donc, si tu passes la main comme ça, je ne relis pas, parce que l'encre, c'est... Ou alors il pleut, tu sors le carnet, ça tombe dans la boue, tu vas te promener, et ça tombe, et ça s'efface. L'eau a effacé l'ordinateur aussi. Mais il y a quelque chose de très... Mais je trouve que de passer l'un à l'autre, moi j'aime beaucoup ces deux choses. Mais c'est toujours un support, en fait. Oui. Ouais. C'est un support. Enfin, j'ai l'impression que l'écran, en tout cas le logiciel, m'envoie un message. Là, dans ce paragraphe, il y a 2-3 mots en trop. Et donc, c'est un truc de fou. Hein. Enfin, c'est moi qui délire. Donc, je relis le paragraphe, je dis, bon, j'enlève ça, et tout se resserre, et tu as un petit bloc bien sexy, quoi. Il y a cette touche magnifique effacée. Communique avec ton ordinateur, en fait. C'est ça. C'est lui qui t'inspire. Il est hanté. En fait, il est hanté, ton ordinateur. C'est ça le truc. Ton ordinateur est un... Oui, là, mais ça, je sais, j'arrête pas de le penser, moi. Et avec ces parasites-là qui me gênent, bien sûr. Mais c'est compliqué de se débarrasser d'un truc qui hante son ordinateur. Mais le mot qui est en trop, ce qui est en trop, on le voit, vous voyez, sur l'ordinateur, vous, sur votre écran, vous imprimez chaque fois pour corriger après. Non, sur l'écran. Ah non, sur l'écran. Sur l'écran. Pas imprimé. Non. Tout sur l'écran. Oui. Ah non, après, à la fin d'un chapitre, tu vois, quand tu es content de quelque chose, là, tu peux imprimer éventuellement. Tu le mets et tu regardes comme ça. Et tu ne vois pas pareil, d'ailleurs, quand tu as imprimé. C'est impressionnant. Il y a des choses qu'on ne voit pas sur l'écran, et dès qu'on imprime, et tout est là. Ah ouais. Moi, j'imprime jamais, quoi. Maintenant, je suis tellement sûr de moi. T'as pas envie, quoi. Bah oui, je sais. Je suis tellement sûr de moi que j'écris, c'est gravé. Okay. C'est gravé. Non, il faut pas imprimer pour diverses raisons. D'abord... Les arbres. Les arbres, l'autre mot, à quoi ça sert. Troisièmement, si j'essaie d'écrire mon 16e roman, si je n'ai pas appris en 15 romans où le manuscrit est à peu près bien, alors c'est trop tard. Moi, je peux imprimer 40 000 fois, comme ça. En sens et en feeling, je dis là, on va imprimer et on va le mettre dans le format horizontal de nos livres. Je répète, j'ajoute juste... L'ordinateur, il y a une touche magique qui s'appelle effacer. Ça, c'est le vrai travail, le vrai travail d'écrivain. Effacer. D'ailleurs, notre cher éditeur... Il a sélectionné aussi, qui est bien. Parfois, il envoie juste le signe de ciseaux, comme ça. Rare chez moi. Mais il ne me l'a jamais fait. Moi, c'est rare. Voilà. J'écris pas beaucoup.
ça donne une sorte d'estime de futur lecteur. Si je dois décrire les scènes, quand je me lève, je m'habille, je ouvre la fenêtre, je sors la fenêtre, je fais la porte comme ça. Non, donc je pense que dans un roman, l'espace vide, c'est pas le vide, c'est l'espace pour que le lecteur peut remplir à son propre histoire et son propre vécu mon histoire. Pourquoi j'essaie de déplacer les blocs dans la grande ou la petite histoire. Comme disait notre mon écrivain préféré contemporain yougoslave, mort hélas trop tôt, Danilo Kiš, il y a des grands blocs de grandes histoires, guerre 14-18, très dur à manipuler. Il dit entre chaque bloc, il y a tout petit espace métaphysique et il dit là, on peut glisser la littérature. Donc l'ordinateur, pour quelqu'un qui travaille dans le bloc, dans le texte, qui déplace, qui est comme ça, c'est un outil formidable pour gagner un petit peu le temps et pour enlever tous les petites lucioles, tous les petits parasites de doutes qui sont, oh, Dieu merci, toujours présents et souhaitables pour n'importe qui parmi nous, les doutes sous le mot comme ça, et désacraliser, que j'ai désacralisé comme ça, et prendre, je répète pour la dernière fois, et prendre conscience que la meilleure chose que je peux donner, c'est un roman correct, honnête par rapport de moi, et le lecteur futur reconnaître que c'est un travail honnête et correct. On a suffisamment eu de génie littéraire, maintenant on va travailler sérieusement. Mais c'est intéressant de voir que peut-être, moi je pense vraiment que peut-être, s'il n'y avait pas eu l'ordinateur, donc ces facilités dont tu parles, coller, effacer, tout ça, peut-être que j'aurais pas réussi à écrire un roman. Peut-être que j'aurais pas réussi. Peut-être que s'il avait fallu l'écrire en entier à la main, eh ben peut-être que je me serais perdue en route. Parce que ça aurait été vraiment un trop gros désordre. Et Balzac, je crois que c'était Balzac qui faisait imprimer une version justement avant des épreuves, mais rien que pour lui, en fait, pour pouvoir corriger sur une copie propre, mais lui, avant de donner à l'éditeur. Donc il faisait ça, il avait ce besoin d'une première... on le voit sur les manuscrits de nos... des grands auteurs, quoi. On voit comment travailler certains, on voit le désordre que c'est dans certains manuscrits qui sont obligés justement de reprendre un peu au propre quelque part et puis de recommencer, puis d'autres qui sont très soigneux et qui alors je sais pas s'ils ont balancé tout leur brouillon avant ou je sais pas, mais ça a l'air tellement c'est limpide, c'est nickel, il y a peu de choses qui bougent. Mais moi je pense que en fait ça serait trop... même s'il y a certaines choses qui jaillissent au moment de l'écriture, en général, je reviens trop sur les choses que j'ai écrites pour pouvoir me permettre de me passer d'un ordinateur au bout du compte. Quoi. Moi, j'ai écrit quasiment mon deuxième roman, Les Latrines à la main, parce que à l'époque, je crois en 2008 ou 2009, j'étais en Haïti, on n'avait pas souvent l'électricité, donc j'avais l'ordi là et un grand cahier là. Je commence, j'écris, hop, coupure d'électricité, cahier. Donc plus de 300 pages comme ça. C'est parce que le truc était là. J'étais là, j'étais dedans et il fallait continuer. Quoi qu'il arrive, ordinateur, cahier, le truc est là, on y va, quoi. Bah, tu vois, moi, je suis pas sûre de toujours être écrit. Tu vois, non, mais vraiment, hein, je pense que... Et du coup, quand tu as été écrit à la main, c'est clair, c'est... où tu avais besoin de repasser dès qu'il y avait de nouveau l'électricité sur l'ordinateur. Oui, parce que ça me permettait d'aller plus vite. Bah oui, le premier argent que je gagnais après, c'était pour acheter un ordinateur. Tu recopiais tout ce que tu avais mis à la main sur ton ordinateur tout de suite. Enfin, il y avait toute une structure, hein, ordi, cahier. Et donc, du coup, je pouvais commencer un chapitre sur l'ordi et le continuer sur le cahier, hop, électricité, revenir et à l'ordi. Mais remettre tout de suite sur l'ordi et pas laisser sur le cahier, quoi. Mais j'avais des blocs un peu partout. Après, j'ai tout construit. Un chaos. Enfin, voilà, mon petit chaos. Bon, ça s'appelle les latrines. Voilà. Ouais. Alors, je vois que le temps passe très, très vite.
peut-être là plus brièvement, parce que d'une certaine manière, vous avez un petit peu répondu. Est-ce que quand, je ne sais pas si Carole Martinez, vous avez déjà été en résidence d'écriture quelque part? Et pour la première fois, il n'y a pas longtemps, avec Vélibor, il y a un mois à Arles pendant 15 jours. Donc, c'était... parce que jusqu'à présent, en fait, j'ai toujours considéré que les gamins étaient... je ne voulais pas les lâcher. Voilà, donc, maintenant, je suis prête à aller... Mais en fait, la résidence d'écriture, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de gens. Et donc, j'avais envie d'aller discuter avec les gens. Et ce n'était pas forcément le lieu le plus adapté à la tranquillité de l'écriture, pour le coup. Je me demande toujours pourquoi on est payé pour ne pas être à la maison, mais j'accepte. J'accepte. Parfois, il y a les commandes, parfois, il n'y a pas de commandes. Pour moi, ça change rien. Il y a la grande et la petite valise. Voilà, pour moi, c'est ça. La petite valise, c'est l'invitation short. La grande valise, c'est l'invitation longue. On y va. On voit bien que dans votre texte, vous êtes toujours prêt à partir. Il y a certains endroits quand même dans ce beau pays. Il y a certains endroits où je joue un petit peu à domicile. D'abord et avant tout, c'est Saint-Malo, étonnant voyageur. Je remercie déjà il y a 15 ans, 10 ans, notre cher défunt Michel Lebris. Je dis merci, vous avez quand même permis à un bonhomme comme moi de jouer un petit peu à domicile. Laval, je joue un petit peu à domicile. Marseille, Strasbourg. Donc, je dis, voilà, je suis meilleur que Barcelone, quoi. Je joue à l'étranger depuis 30 ans et parfois, j'ai réussi à avoir quelques matchs nuls, même marquer quelques jolis buts comme ça. Je suis pour parce qu'on est payé pour être quelque part. Mais c'est pas une contrainte. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que la résidence, vous ne vous rendez pas à un lieu par rapport en lien avec un projet directement. Tu prends ton sac, tu vas à Marseille, et à la fin, tu es payé. Très bien. Ouais. Parfois, il y a les endroits un peu plus heavy comme ça. Il y avait en 2019 une maison hantée dans le Luberon, comme ça, où je ne pouvais pas juste tomber malade, parce que j'étais tout seul avec moi-même, et c'est compliqué, voilà. Et le village un peu FN et tout ça, ça ne m'inspirait pas. Mais en général, ça se passe très bien. Je suis pour. Il y a tarif CNL, comme on dit comme ça, pour ne pas être à la maison. Je suis pour, oh combien pour. Et voilà, ça crée le lien avec les gens, avec le lieu, comme ça. Donc, hier, je suis allé voir où j'habitais pendant ma résidence il y a 10 ans à Laval. Je reconnais le pont, quoi, et on buvait le café avec Anne-Sophie et mangeait des croissants. Voilà. Ça inscrit Laval dans l'histoire personnelle. C'est plus sinon, Laval, pour nous, j'habite en Bretagne, pour nous, Laval, c'est quelque chose où personne ne sort, personne ne rentre entre Paris et Quimper. Voilà, il y a Le Mans, Laval, machin, toutes ces villes. Maintenant, non, il y a une ville, il y a les visages, il y a ce joli festival, et librairie, et un théâtre qui sont inscrits. Sinon, c'est vrai, je n'irais pas passer les vacances dans la Mayenne. Mais là, j'étais un mois. Voilà, c'est ça qui m'a permis. Je pratique beaucoup. Par rapport au lieu de résidence, en fait. Ah oui, moi j'en ai. Si c'est une contrainte ou si en fait, qu'importe. Non, c'est bien. Moi j'ai découvert Laval comme ça. La première fois en 2013, c'était juste pour un week-end, le temps du festival, c'était la course, voilà. Et en 2015, j'ai vraiment découvert cette ville. J'étais totalement en immersion. Je me suis fait des potes, j'ai rencontré des gens. Et à l'époque, à Emlir, c'était Marie qui officiait à la librairie. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'ai découvert toute cette ville. C'est un peu chez moi. J'en ai fait des résidences en Italie, Villa Marguerite, Ursenard et tout. Et à chaque fois, pour moi, c'est l'occasion de découvrir un lieu, de rencontrer des gens, de passer un bon moment. Et puis, voilà, de travailler aussi. Moi, j'arrive quelque part dans une chambre d'hôtel ou dans une résidence, je cherche le coin où je vais poser mon ordinateur et ce coin devient très important. Et pour moi, non, c'est important. En plus, quand on est un auteur, quand on ne vend pas beaucoup de livres, je pense que ça compense, quoi. Les bourses, les résidences et tout, voilà, tranquille. On a un peu de sous, plus de soucis financiers, on écrit tranquillement. Et puis... voilà, quoi, je trouve. Bien et ça laisse le temps et l'espace, justement, nécessaire à l'écriture. Ouais.
pense. C'est ça. Alors, j'ai une toute dernière question, parce que je vois qu'il reste 1 minute. Je ne sais pas qui va répondre, mais est-ce que, par contre, la commande, c'est quelque chose qui est difficile pour vous, si vous avez été confronté à ça? Parce que je pense au personnage encore du texte de Jeunet Clan, où c'est un exploit tel qui mérite d'être publié, communiqué via les écrans géants de Times Square à New York. Est-ce que pour vous, c'est... Je peux répondre rapidement. Moi, j'aime pas les commandes. J'aime pas qu'on me dise quoi faire, il faut faire ça, nanana, machin, tout. Mais quand c'est Laval qui me demande de faire un truc, je le fais. Merci. Voilà. Je sais pas, vous n'avez peut-être pas été confronté par ailleurs. Bah, si tu veux, oui, pour la enfin, paysage, on est obligé d'écrire sur un sujet. Moi, voilà, ce qui s'est passé, je l'ai écrit dans la nouvelle, c'est-à-dire le personnage, il ne sait pas du tout ce qu'il va faire. C'est impossible pour lui. Mais après, on écrit notre texte. Ça reste entre nous, on écrit notre texte, peu importe la commande. Moi, C'est vrai. Voilà, en fait, moi, j'aime bien, mais la seule chose, c'est que je demande toujours, quand il y a une commande, que ça reste à moi. Et en fait, que j'ai la possibilité ensuite de déployer le texte, de l'utiliser ailleurs, autrement. La commande, pour moi, c'est nécessaire. Je ne donne pas si je ne peux pas garder mon texte. C'est un peu idiot, mais sinon, je n'accepte pas. J'accepte qu'à partir du moment où je sais que si un jour je veux l'utiliser ailleurs, je veux en faire un roman, je veux utiliser la nouvelle et puis la mettre dans un recueil, je veux, mais même n'importe quoi. C'est bête, mais je le garde, c'est mon truc. Donc en fait, je sais jamais. J'ai vu des contrats une fois, mais hallucinants, où on vous dit si jamais vous utilisez un personnage, vous n'avez pas le droit de l'utiliser ailleurs, dans un autre livre et tout machin. Et en revanche, le contrat en question, c'est ce qu'on a voulu me faire signer. En revanche, nous avons le droit de faire écrire une suite, de réutiliser le personnage. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est un truc, mais je leur ai dit, mais vous avez vu votre contrat, là ? Mais vous vous rendez compte de ce que c'est? Et ils m'ont dit, oh pardon, c'est le contrat, on va vous en faire un autre. Je dis, mais ça veut dire, ça veut dire qu'aux jeunes auteurs et tout, vous leur faites ça, vous leur faites signer un truc comme ça, mais je travaille pas avec vous. Mais c'est juste pas possible. Mais des trucs, mais c'est incroyable. Et évidemment, un jeune auteur, il va tout signer. Il va dire OK. Il est content. Et il est tellement content. Et ça, c'est un truc, la commande, je veux bien, mais à partir du moment où justement, ça reste à l'auteur. Enfin, voilà. Parce que sinon, alors il y a des auteurs qui me disent, oh, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est un travail de commande. Mais non. Pour moi, le travail de commande, ça reste... Je n'ai pas posé la question. Et est-ce qu'on a le droit de réutiliser ce texte? Ouais. Oui ou non? Le texte, une autre question, si le texte est déjà utilisé. Mais ça, en fait, il faut toujours je pense, dans chaque contrat, le demander. C'est un truc hyper important. Je crois qu'on m'avait demandé Là, c'est de la cuisine. J'ai plus en tête les contrats qu'on a fait ensemble, mais il n'y aura pas de problème. Voilà, mais alors je dois dire quand même, il faut quand même le dire que le livre, il est super beau, quoi. Oui, je le trouve magnifique. Bravo, parce que le livre, c'est déjà un très bel objet. Et qui réunit des très beaux auteurs. Donc, ils ne sont pas tous allés dans les paysages, puisqu'en fait, il y a eu ce problème de la Covid, mais c'est un objet magnifique. Je trouve vraiment paysage, entre parenthèses, c'est un très bel objet. Merci. Je crois qu'on m'avait demandé... j'ai vu un petit panneau qui est passé à un moment donné, et on m'a demandé de dire un petit mot, je ne sais pas, pour fermer avec grand plaisir. On a débordé, mais le festival. En fait, on a débordé. Je suis désolée. Donc, ce festival a duré un peu plus longtemps que ce qu'il aurait dû durer. Je sais pas, mais je pense que ça se compte en minutes. Donc, ça devrait aller. Je pense que d'habitude, quand le festival a lieu en présentiel, en direct, avec les gens et tout, j'imagine qu'il déborde, mais tellement plus. Donc là, on a quand même été très, très carré. Et je vous remercie infiniment d'avoir accepté, en fait, d'avoir accepté, de m'avoir proposé comme marraine
de ce 29e festival, hein, c'est ça, 29e édition. J'ai trouvé ça dommage de ne pas avoir de public, de ne pas forcément pouvoir faire la fête comme on aurait pu faire la fête normalement. Hein. Il y avait quand même un truc un peu particulier, il fallait être 2 par table. Enfin bon, c'était peut-être un souci. Puis il y a quand même cette inquiétude du truc qui flotte, quoi. Il n'y a rien à faire, quoi. C'est un truc. Voilà, on est tous. On n'est pas dans un état normal de toute façon. Mais que c'est fantastique d'avoir ces 16 jeunes romanciers, jeunes romancières, voilà, magnifiques. Il y en a que vraiment, il y a des livres dans le lot que j'ai trouvé superbes. Et donc voilà, c'est fini pour cette année. Mais l'année prochaine, ça recommencera. Ça sera le 30e, donc ça va être un grand événement. Et là j'espère qu'il va y avoir des tas de vieux auteurs qui sont plus du tout, qui vont être réinvités. Hein, ça serait super. On va refaire vraiment. Et on va abattre toutes ces cloisons et se démasquer. Voilà, et bravo pour cette organisation incroyable, parce que vraiment, vous avez été très forts et vous avez réussi à tenir le choc dans la tempête. et merci d'avoir réussi à le faire, quoi, ce festival. Merci beaucoup. Merci. Bravo. À l'année prochaine. Ciao. En vrai.